Le Paris Saint-Germain a subi une nouvelle désillusion en Europe et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait sur le marché des transferts? Qu'est-ce qu'on fait dans les bureaux? On en parle aujourd'hui avec un invité. Hey, j'espère que vous allez bien et j'espère que votre équipe préférée va bien. J'espère aussi que vous vous êtes remis de ce mercredi soir assez incroyable en Ligue des Champions. L'irrationnel a encore frappé le football, a encore frappé le Real et le PSG. Et le PSG, on en parle aujourd'hui. On parle du futur du PSG, on parle de ce qu'il faut faire maintenant. Vous avez vu le titre de la vidéo et j'accueille pour en parler le responsable de publication d'un site de référence Culture PSG, Philippe Coguet. Salut Philippe. Bonjour à tous, très content d'être là malgré les circonstances un peu tristes. Ça, j'imagine. On peut commencer par un premier constat sur cette double confrontation. Est-ce que tu es de ceux qui pensent que la confrontation, la lecture qu'il faut avoir, elle se base surtout sur les 160 minutes de très bonne qualité du Paris Saint-Germain? C'est quand même deux matchs de très bonne facture qu'ils ont sortis. Ou alors tu es de ceux qui pensent que ça, il faut l'écarter parce qu'il y a 20 minutes qui sont irrationnelles, certes, mais qui reflètent quand même quelque chose qui ne va pas au sein du Paris Saint-Germain, parce que c'est un peu les deux écoles que j'ai trouvées sur les réseaux sociaux. En ceux qui disent c'est complètement irrationnel, il faut pas en prendre en compte, c'est le football, dans tout ce qu'il a de plus fou, et ceux qui disent non, c'est pas une surprise ou c'est pas un accident. Alors, pour moi, c'est difficile de dissocier l'un de l'autre, parce que déjà, la direction du club, dans les déclarations d'après-match, je parle de Leonardo notamment, même de Mauricio Pochettino, eux, ils ont surtout mis en avant le côté, tout ce qui a été fait de très bien, de pas tout jeter, le problème, alors évidemment, c'est des éléments de langage, c'est pratiquement de la politique à ce niveau-là, mais le premier but parisien, premier but madrilène, pardon, avec la faute ou pas faute sur Donnarumma, c'est un peu ce que le club met en avant, à savoir pendant 150, tu nous donnes même 160, mais 150 minutes, le PSG a dominé le Real Madrid. On peut le dire, le PSG dominait vraiment, quoi, à défaut d'être vraiment efficace. Après, il y a ces 20 ou 30 minutes, et en fait, c'est surtout côté supporter, ce qui ressort, c'est cette impression de déjà-vu, en fait. Et c'est pour ça que tu peux difficilement effacer tout d'un coup. Tu peux pas dire d'un côté, on a fait 160, 150 minutes excellentes, donc on mérite, mais de l'autre côté, balayer 20 minutes, où tu as tous les fantômes du passé qui ressurgissent. C'est pour ça que tu as deux angles complètement opposés d'analyse, mais où je pense que l'un ne va pas sans l'autre, et tu peux garder le bon pour tenter de corriger le mauvais, plutôt que de garder que le mauvais et d'oublier le bon et qui te fait repartir de zéro, en fait. C'est un peu ça ma vision de la chose, et c'est vrai que pour avoir vu et revu les matchs, tu peux pas mettre de côté que le PSG fait une double confrontation quand même qualitative. Il y a juste cette fin ratée. Malheureusement, tu mets 2 buts en 150 minutes quand eux ils en mettent 3 en 20-25, quoi. Donc t'es dehors à la fin, quoi. Une chose que j'aimerais comprendre, parce qu'on a parlé des fantômes du PSG, tu viens de le faire là, Manchester, et puis avant il y a eu la remontada, mais Donnarumma il est nouveau cette saison, Nuno Mendes il est nouveau cette saison, Achraf il est nouveau cette saison, Messi il est nouveau cette saison, Kylian Mbappé qui était déjà là contre Manchester, tu peux pas dire que ce soit lui qui est sombré. Comment est-ce qu'on explique que malgré le fait qu'il y a des joueurs qui n'ont pas été marqués par ces échecs passés en Europe, le Paris Saint-Germain souffre à nouveau de choses qui ont déjà été vues dans le passé? Alors déjà, tu as raison, je m'excuse, tu as cité Messi. Messi, je pense que sur ces dernières années, avec le Barça, il en a subi encore plus que le PSG. C'est vrai. Non mais c'est vrai, on oublie, Messi, c'est un joueur qui depuis 5 ans, est fracassé par le destin en Ligue des Champions quand même. Son équipe avait gagné 3-0 contre Liverpool, 4-1 contre la Roma, il a un nombre de remontadas à son actif, le pauvre, enfin on se moque du PSG, mais à lui tout seul, il y en a plus, quoi. Ensuite, ce que tu cites, les joueurs, Mendes, Hakimi, Donnarumma, c'est pas des joueurs qui ont été marqués jusque-là, et il y a un point commun à tous ces joueurs, c'est que c'est des joueurs jeunes. Le PSG a une sorte de pyramide inversée des âges, à savoir qu'on a des vieux en attaque, à l'exception de Mbappé, et des jeunes en défense. Le plus vieux en défense chez nous, c'est Marquinhos, il a 27 ans. S'il avait joué dans le camp d'en face, ça aurait été pratiquement le plus jeune. Le plus jeune chez eux, c'est Militao. Mais sinon, Alaba va sur ses 30 ans où il les a déjà. Carvajal, pareil, il est de 92, il a 30 ans. Courtois est de 93, il a 29 ans. Nacho, il a déjà plus de 30 ans. Le PSG, en défense, est une équipe jeune. Qui dit jeune, dit forcément prompt à faire des erreurs. Ils vont apprendre pour ça. Donnarumma, ça fait déjà plusieurs fois cette saison qu'il joue avec le feu en termes de jeu au pied. On l'a vu avec la sélection italienne, notamment, il est pas loin de leur coûter super cher. Je crois que c'est en Irlande en octobre ou en novembre. Après, tu me parles de Mendes, par exemple. Mendes, des 4 joueurs de derrière, il a 19 ans, c'est celui qui fait le moins d'erreurs sur le match de mercredi soir.
Hakimi est plus en difficulté, mais Hakimi avait face à lui. On sait qu'Hakimi, c'est un joueur qui a des fois du mal contre ce genre d'ailier très explosif, parce que c'est un latéral qui est quand même assez grand et qui est pas très très souple en fait. Sur des joueurs comme ça qui ont beaucoup de vivacité, le temps qui se retourne un peu, c'est pas forcément toujours évident pour lui. Il se retrouve un peu en difficulté, mais il fait pas d'erreurs spécialement énormes, Hakimi. Celui qui fait le plus d'erreurs, c'est Marquinhos, et c'est celui qui a le plus d'expérience. Et c'est pour ça que, par contre, lui, Marquinhos, pour le coup, tu me parles de faillite mentale, je peux l'entendre, parce que la remontada, c'est un des pires sur le terrain. Manchester, il est là, si je me trompe pas, il est au milieu de terrain. Lui, il les a toutes connues, les déroutes. Chelsea 2014, il est sur le terrain, quand on gagne 3-1 à l'aller, qu'on perd 2-0 là-bas. Lui, je pense peut-être qu'il est plus marqué que les autres. Après, honnêtement, ça doit être le pire match de Marquinhos sous les couleurs du PSG, alors qu'il est là depuis pratiquement 10 ans. J'avoue que la thèse de l'effondrement mental, j'y crois sans trop y croire non plus, parce qu'après le premier but, si vous revoyez le match, le PSG a 10 bonnes minutes de nouveau. Le PSG a 10 très bonnes minutes. On envoie une séquence de 49 passes qui est notre plus longue de la saison en Ligue des Champions. Si tu es en panique, que tu as les jambes qui tremblent, tu fais pas 49 passes. Tu en fais 5, comme ce qui s'est passé sur le troisième but. Et voilà. Et il suffit de voir comment le deuxième but est défendu. C'est catastrophique. Modric, il fait 60 mètres balle au pied, il n'y en a pas un qui le fauche. Un bon défenseur, je regrette. Au match aller, il y a le même contre, Danilo, il fauche direct, je sais plus qui, c'était Vinicius. Bam, l'action elle est terminée. C'est la Ligue des Champions. En face, ils les ont fait les fautes pour arrêter Mbappé. Ils se sont pas pris la tête. Et donc, t'as, je pense, un manque de culture défensive, et ça revient peut-être aussi un peu au fait qu'on a des joueurs un peu jeunes qui n'ont pas forcément l'idée de faire la faute. Là où un Danilo, par exemple, l'aurait fait, mais comme c'est de l'autre côté du terrain, il va pas traverser tout le terrain pour faire une faute. Il se dit que quelqu'un va la faire. Et t'as aussi comment dirais-je, ce creux physique, et il y a un élément important aussi, c'est la sortie de Paredes, qui était un des joueurs. Dans l'avant-match, Pochettino l'avait dit, on aura besoin de garder le ballon, de le tenir. Et quand tu sors Paredes, qui a pas le coffre et qui est pas loin de prendre un rouge, parce qu'il a pas joué entre les deux matchs, il y a 3 semaines entre les deux, tu fais rentrer Gay, c'est pas du tout le même profil. Gay, c'est un joueur qui va chasser, mais c'est pas un joueur qui sait tenir le ballon. Et en plus, tu éloignes Verratti des attaquants, donc tu coupes encore un peu ton équipe en deux. Et le Real demandait que ça. Mais c'est comme ça, c'est un peu le PSG. Après, quand tu joues sans jouer pendant 80% des matchs, que tu les prends un peu par-dessus la jambe, que tu n'as pas de continuité collective, que tu n'as pas... je trouve que la permissivité du club sur les matchs de Ligue 1, on leur demande pas assez, honnêtement. On est premier du championnat avec 13 points ou 15 points d'avance. 13 points maintenant. Je peux te citer les bons matchs sur les doigts d'une main. Il y a beaucoup de matchs qu'on a gagnés sans dominer. On en a beaucoup fait sur le fait que le PSG a arraché les rencontres au mental, tout ça. Quand tu vois le match de mercredi soir, ça fait un peu sourire, quoi. Parce que t'as pas eu d'arrachement du mental, t'as pas eu d'arrachement. Non, ils se sont fait arracher, mais par ceux d'en face, quoi. Il y a un phénomène qui est à l'œuvre depuis mercredi, c'est le phénomène de vouloir brûler Paris, qu'on entend tant du côté des supporters que du côté de certains consultants qui, à mon avis, sont quand même un peu irresponsables en disant ça. Il faut tout changer, 90% du vestiaire, il faut changer les dirigeants, bref, des choses qui n'arrivent pas dans le football, et ça... Si je peux me permettre... Ouais, vas-y. Si, des gens qui veulent se placer. Là, on n'est même plus dans l'analyse collective, on est dans le dépôt de CV, là. C'est pas faux. Mais il y a un côté très très démagogique, et je te propose d'éviter ça parce que c'est juste pas la façon dont les clubs de football fonctionnent. Tu résilies pas le contrat de 90% des joueurs. Mais la question, très simple, je peux y répondre assez vite, ça nous permettra d'enchaîner sur la suite. Est-ce qu'il y a de la place pour faire des changements plus ou moins profonds du côté du PSG? Bien sûr. En général, le PSG, quand il subit une catastrophe comme ça, il vire un type. C'est soit l'entraîneur, soit le directeur sportif. Après la remontada, donc l'entraîneur est resté, Unai Emery. Ils avaient viré Patrick Kluivert, directeur du football sorti de nulle part, et Olivier Létang. Après, qui était directeur sportif adjoint de personne, mais directeur sportif adjoint. Un grand poste du PSG, ça encore. Après Manchester, ils avaient gardé l'entraîneur, mais ils avaient viré Antero Henrique, qui était donc arrivé 2 ans avant, il faut suivre, pour mettre en place le retour de Leonardo. Là, on sait qu'entre Leonardo et Pochettino, ça se passe pas très bien. On sait que Pochettino n'est pas très à l'aise à Paris, qu'il y a beaucoup d'échos comme quoi il veut retourner en Première Ligue. Faut pas oublier que sa famille, notamment sa femme, vit toujours à Londres, que lui vit à Paris, avec son fils qui est le préparateur physique du PSG, qui lui, pour le coup, est très apprécié par les joueurs et qui est un Sebastiano, on peut dire un crack en puissance de la préparation physique, lui très très fort. Il y a d'excellents échos le concernant, pour le coup. Et ensuite, là, je pense que oui, il y a forcément une tête ou deux qui va tomber. Tu peux pas accepter un truc pareil non plus, quoi.
Tu joues le Real Madrid, tu les domines et tu te craques à la fin. On sait qu'entre les joueurs et Leonardo, ça se passe pas très bien, même ça se passe assez mal et depuis un long moment. On sait que pour le coup, entre les joueurs et Pochettino, ça se passe plutôt bien, voire très bien. Les joueurs l'apprécient. Alors de l'extérieur, ça peut paraître fou parce que globalement, des bons matchs, le PSG en fait pas beaucoup. Hein. Je parle des bons matchs collectivement. Des bons résultats, c'est autre chose, mais des bons matchs, vraiment, il n'y en a pas beaucoup. Mais les joueurs apprécient Pochettino, la façon qu'il a de gérer son groupe, de parler avec eux, de les protéger aussi. Vraiment, c'est quelqu'un qui apprécie. Autant Torres Tuchel, à la fin, il y avait une partie du vestiaire avec laquelle ça passait plus, mais il avait quand même certains cadres. Là, Pochettino, il n'y a pas vraiment ça, alors que le vestiaire est plus, comment dirais-je, plus segmenté que par le passé. On sait qu'il y a un peu des petits clans, les Français, les Espagnols, les Hispaniques, enfin bon, voilà quoi. Mais oui, il y a forcément, et même, je pense que pour la première fois, va se poser la question du maintien de Nasser Al-Khelaifi, parce que le Qatar tient énormément à l'image. Et là, dans la même semaine, on a procès en Suisse. Alors, ça concerne pas le PSG, mais c'est une histoire d'achat, de corruption pour des droits télé. Et surtout, la sortie qu'il fait sur l'arbitre, où il va tenter de se... Enfin, les échos espagnols, comme quoi il est allé se battre et tout, vont peut-être modérer un peu tout ça. Vous connaissez la capacité des journalistes ibériques à s'enflammer un peu et à... Bon, voilà. Mais malgré tout, il y a quand même rapport de l'UEFA sur son attitude. Et ça, je pense que ça ne plaît pas du tout en haut lieu. Et au bout d'un moment, ça fait 10 ans, même 11 ans qu'il est là. Non, 10 ans, excuse-moi, il est nommé en... Non, 11 ans, oui, non, c'est bien ça, c'est 11 ans. Au bout d'un moment, même si c'est un ami intime de l'émir, il a des comptes à rendre, cet homme. Il est très important parce qu'il a placé le Qatar dans les instances dirigeantes du football européen, l'UEFA notamment, tout ça, le CA, mais je pense que les trois sont en danger, oui. Et aujourd'hui, Pochettino est quand même protégé par un contrat. Alors ça leur a jamais fait peur de virer un type qui t'a lui filé 10 millions d'euros, mais il a un contrat, et surtout il a une immense chance, c'est que les candidats pour reprendre le PSG, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a un très connu qui s'appelle Zinedine Zidane, mais tous les grands noms du football européen actuellement sont pris. De Allegri à Klopp et tout ça. Bon, Klopp, je pense qu'il n'en a jamais au PSG parce que c'est pas du tout, c'est pas son football quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que des grands noms qui sont libres, autant il y en avait il y a quelques mois. Là, même Conte a finalement repris un club. Bon, alors il n'est pas sûr d'y rester, mais aujourd'hui il y a très peu de noms. Le seul nom qui revient, c'est Zidane. Mais est-ce que Zidane va s'engager dans un club alors qu'il a toujours visé la sélection française, où il peut y avoir un changement d'entraîneur pour moi, soit après la Coupe du Monde, mais qui est en milieu de saison, la Coupe du Monde, je pense que le PSG a un vrai problème de timing pour le coup. Et peut-être que Nasser aussi, pour la première fois, je pense qu'il a vraiment chaud. Après, je dis ça, on va pas mentir, hein. Que ce soit n'importe quel journaliste français, et il y en a des très très bien renseignés sur le PSG, ce qui se décide à Doha, personne n'y a accès. On est dans des strates auxquelles personne, et je dis bien personne, n'a accès. Il peut y avoir un bruit comme ça, une fuite, un petit truc pour un contact, un mec qui parle, mais le grand décisionnaire, c'est l'émir. Aux dernières nouvelles, l'émir, il répond pas aux SMS. Hein. Je dis comme ça, il a pas que ça à faire. Il gère un pays, le mec. Hein. Donc voilà où on en est. Mais évidemment qu'il y aura du changement. Tu peux pas continuer comme ça. Et même les joueurs, le cas Mbappé en dit long sur comment dirais-je, le manque de clarté de l'organigramme. Il y a beaucoup de dysfonctionnements internes qui commencent à sortir. Il y a des vrais problèmes au PSG, outre l'effectif. Ouais, c'est sûr. Là, on a parlé du volet institutionnel. Si on parle du volet sportif et ce qui doit changer, je te lis un tweet, tu me dis si tu es d'accord ou pas. Le PSG est dans une impasse totale, même en arrêtant de se plier en quatre devant les joueurs, en donnant les plans pouvoir à un nouveau coach, en le mettant au sommet de la hiérarchie, avec du temps pour bâtir, etc. Ça peut pas être crédible avec Messi, Neymar sur la fin à 40 millions. C'est pas totalement faux, mais pour moi, ça va même au-dessus du coach. Enfin, j'aime pas dire ça, mais tu vois, tout à l'heure, on a parlé des joueurs qui avaient été de toutes les désillusions. La seule personne qui est de toutes les désillusions du PSG, c'est le président. Celui qui est là depuis 2011, qui a jamais changé, c'est le président. Et quelque part, il a fait, attention, il a fait beaucoup pour le PSG, Nasser Al-Khelaifi. Il aime ce club profondément. Mais peut-être aussi que aujourd'hui, c'est pas une question d'entraîneur, c'est même plus une question de directeur sportif, peut-être même c'est pas une question d'effectif. Peut-être que la tête doit changer pour que quelque chose change vraiment, qu'il y ait un changement d'atmosphère autour du club. Tu vois, au PSG, il y a la surpression de la Ligue des Champions. Est-ce que c'est une bonne chose? Je suis pas sûr. Après, pour revenir sur l'effectif, aujourd'hui, tu as un gros problème d'effectif. C'est comme je te disais tout à l'heure. Hein. Tu as des jeunes en défense, des mecs plus ou moins dans la fleur de l'âge au milieu, mais la plupart, ils n'ont pas le niveau, à l'exception de Verratti, voire de Paredes les grands soirs. Plus Danilo qui fait des bonnes choses, mais Danilo, ça devrait être un joueur de complément, ça doit pas être un titulaire.
Et en attaque, j'ai jamais vu ça. Enfin, on a Messi 35 ans, Di Maria 34 ans, Neymar 30 ans qui en fait 35, Icardi 29 qui en fait 50, et Kylian Mbappé, qui est l'ovni de tout ça. Bah évidemment, c'est bizarre, dis donc. Il met plus de buts que tous les autres réunis, il fait plus de passes que tous les autres réunis, et c'est le seul qui intéresse les grands clubs. Bon, bah voilà. Neymar est prolongé et sous contrat pour encore 4 ans, je crois, ou 3 ans. Il est invendable, on va pas faire semblant. Ce Neymar est absolument invendable. Icardi, à part un prêt, bah, tu t'en débarrasseras jamais. Il te reste Di Maria qui est en fin de contrat et je pense que lui, le coup prêt va tomber. Et puis Messi, il lui reste 1 an de contrat, mais moi par exemple, on a beaucoup parlé de la résiliation de contrat de Sergio Ramos. Est-ce que le PSG va pas aussi penser à résilier le contrat de Lionel Messi par exemple? Non mais vraiment, c'est une question qu'on peut se poser. Parce que est-ce que tu veux conserver 2 mecs comme Neymar et Messi qui t'apportent pas tant que ça offensivement au final, puisqu'ils n'arrivent plus à marquer, mais qui par contre te coûtent énormément défensivement, parce qu'il y en a pas un qui t'apporte le début d'un équilibre. Comme l'a expliqué Florian Tonucci, qu'on salue lors d'un podcast récent, comment tu peux accepter que Neymar, il court pour aller se plaindre auprès de l'arbitre, mais il fait pas un replacement de 3 mètres? Attends, au bout d'un moment, tu sais courir ou tu sais pas courir? Et je pense que le PSG a un vrai souci d'hierarchie offensive, ouais. Parce que tu as un crack absolu qui est Mbappé aujourd'hui, 2 sous-chefs, mais le problème c'est que il te coûte tellement cher par rapport à ce qu'il t'apporte que tu as un vrai souci d'équilibre dans cette équipe. Et globalement, cette saison, je parle d'équipe, mais on a rarement vu une équipe. On a très rarement vu une équipe. Et globalement, le PSG, autant en défense, pour moi, il manque peut-être un central qui doit mûrir, qui doit grandir, d'où le fait qu'il y ait Ramos. Au milieu de terrain, ça manque de qualité, ça c'est sûr. Mais en attaque, ça manque de vie. On avait déjà ciblé en début de saison le manque de profondeur. Je parle d'attaque de la profondeur. Donc il n'y a que Mbappé qui prend la profondeur. Et des appels, il n'en fait pas non plus tant que ça, Mbappé. De percussion, à part Mbappé, il n'y a plus personne qui passe un dribble dans cette équipe. Et de la vitesse, il manque de la vitesse. Neymar, Messi vont s'échanger des passes dans des espaces mais minimes, mais vraiment ultra restreints, ultra comprimés. Mais après, quand il faut déborder un mec, Messi, mercredi soir, il se fait rattraper par Modric. C'est gênant quand même. Il y a, comme il s'appelle, Neymar, il arrive lancé face à Carvajal ou Militao, il n'arrive pas à le passer. On parle de Neymar. C'était le meilleur dribbleur de la planète il y a encore 4 ans, quoi. Donc il y a vraiment un souci de régénération d'effectifs à avoir, surtout en attaque, quoi. Il y a une autre chose aussi. Les joueurs ont des contrats, mais quand Ibrahimovic il arrive au Paris Saint-Germain en 2012, je crois, tout d'un coup, le PSG gagne en crédibilité. C'est pas le seul bon transfert qu'ils ont fait, mais Ibrahimovic, c'était autre chose. Est-ce que le PSG, sur le marché des transferts qui va venir, ne va pas souffrir aussi d'un problème de crédibilité qui va faire que ça va pas être si facile d'attirer une grande star ou de reconstruire un effectif? Les joueurs, ils voient ce qui se passe au Paris Saint-Germain, les joueurs, ils parlent entre eux. Écoute, 3 mois après la remontada, le PSG fait signer Neymar et Mbappé. C'est pas faux. Méfie-toi, je sais que là on paraît ridicule, mais le PSG est un club capable de faire très très fort quand il a été très ridicule. Donc c'est pas vraiment un truc qui m'inquiète, honnêtement. Non, je sais que ça paraît débile, hein, parce que tu vois, moi mercredi soir, première réaction que je vois après match, c'est le Real, ils nous ont pris le match, la qualif et Mbappé. Pour moi c'était ça, ils ont fait le trio, ils ont tout pris. Et finalement tu te dis, ouais mais c'est mal les connaître, et c'est là où Nasser Al-Khelaifi par exemple est quelqu'un d'assez fort, même de très fort, c'est pour convaincre. Et puis, on va pas faire semblant, hein, le nerf de la guerre c'est l'argent dans le football. Le PSG a de l'argent. Tant que le PSG a de l'argent, le PSG pourra s'en sortir. Le jour où les vannes sont coupées, là c'est autre chose. Est-ce que le Qatar va couper les vannes à 4 mois de la Coupe du Monde? Colle pas trop, hein. Sachant qu'ils sont en train de construire un centre d'entraînement à 300 millions d'euros, qu'il y a toujours le projet de rénovation et d'agrandissement du Parc des Princes. C'est pas juste le rénover, c'est l'agrandir. Je pense que l'avenir est moins sombre qu'on veut bien nous le dire. Et une dernière question, là on arrive au bout de 5 années où Neymar et Mbappé ont cohabité ensemble. Je ne sais pas si Mbappé prolongera ou pas, mais on arrive à la fin d'une espèce de premier cycle. Et maintenant, on peut se poser la question d'un nouveau projet. Alors première chose, 2 questions en une. Si toi, tu étais à la tête du PSG, quel nouveau projet t'aimerais? Un truc réaliste, encore une fois. J'ai entendu des gens qui disaient le PSG a un super bassin démographique, très bon centre de formation, projet jeune. Du coup, toi, quel type de projet t'aimerais? Et 2, est-ce que, mine de rien, c'est si pertinent de parler de projet quand le nerf de la guerre, c'est la victoire au jour le jour, et les clubs fonctionnent sur la saison du jour le jour, le gagner tout de suite, maintenant, et on va pas faire des Dortmund Project ou des trucs à 3-4 ans qui, pour les clubs de haut niveau, sont pas toujours si significatifs que ça.
Pour le PSG, ça n'existe pas, ça. T'es à Paris, t'as pas le temps. Enfin, excuse-moi, je te le dis comme je le pense. Le PSG a pas été un club formateur pratiquement depuis les années 80, quand on en avait lancé plein, ou au milieu des années 2000, quand on n'avait pas de fric, donc on lançait des jeunes. Mais le PSG n'est pas un club formateur. Il peut l'être, mais c'est une politique, la formation. C'est pas un truc que tu fais en claquant des doigts. Genre, tu vois, c'est comme à Lyon, d'un coup, ils avaient besoin d'argent pour le stade, donc ils achetaient plus des joueurs, ils lançaient de nouveau des jeunes. Mais eux, pour le coup, ils ont vraiment la formation dans l'ADN. L'ADN, la formation, tu vois, c'est comme à Barcelone. Bon, j'avoue que je suis pas très fan de ce club, mais je respecte énormément la capacité qu'ils ont à ressortir des joueurs comme ça, tac, 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 ils en sortent. Le PSG a un très bon centre de formation. Le PSG, aujourd'hui, les joueurs qui sortent, c'est des internationaux. Enfin, je sais pas si on se rend compte, mais la dernière liste de l'équipe de France, je crois que tu avais 5 joueurs dedans qui étaient formés au PSG. 5 joueurs, c'est pas 1, 2, c'est 5, c'est énorme, hein. C'est plus que l'OL qui est considéré comme le meilleur centre de formation de France quand même. Le PSG doit s'appuyer sur son centre de formation, c'est une évidence. Après, croire que du jour au lendemain, tu vas passer d'une équipe hispano-sud-américaine à une équipe Panama All Stars, non. Tu vois, par exemple, de la génération 2002 du PSG, qui est une très 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 bonne génération, où on avait 4-5 joueurs en équipe de France de cette année-là, Kouassi nous a pété dans les doigts, il a pas préféré signer au Bayern alors qu'il avait un boulevard au PSG. On a Kalimundo qui fait des bonnes choses à Lens, mais qui n'arrive pas non plus à cranter, tu vois, à mettre vraiment 10-15 buts dans la saison. Pembele qui surnage un peu à Bordeaux, mais Bordeaux, t'es un défenseur qui surnage à Bordeaux, en général, c'est pas bon signe pour toi, parce qu'ils sont tellement mauvais en défense que... Et t'as, par exemple, t'avais Aouchiche qui lui aussi a préféré partir à Saint-Etienne et qui finalement fait pas grand-chose. Je veux dire, faut bien se rendre compte que la formation, c'est bien, mais passer de je brille en U19 à je brille au PSG, t'as un gap qui est monstrueux. Et c'est pour ça, dire on va faire de la formation, ok, mais t'as tellement de joueurs à virer avant, après, il faut avoir un plan en long terme, tu vois. C'est-à-dire que tu te dis, bon, ce joueur-là, je vais pas le signer parce que j'ai machin de U17 qui est attendu dans 2, 3, 4 ans, mais une continuité sur 2, 3, 4 ans, il n'y a jamais eu au PSG. T'as jamais eu ça. Donc, la seule fois où on en avait un, où on pouvait voir à moyen terme avec lui, c'était Kouassi. On n'a même pas été capable de le convaincre de signer chez nous. Donc voilà, tu vois, par exemple, Xavi Simons, ce qui est très demandé, je comprends qu'il hésite à s'engager dans la durée avec le PSG. Moi, j'aimerais un projet un peu star et jeune du centre de formation, mais c'est un projet que tu mets en place sur 5, 10 ans. C'est pas un projet que tu mets en place en un été parce que tu as perdu contre le Real Madrid en ratant 20 minutes, quoi. Et est-ce que Leonardo, par exemple, est la bonne personne pour faire ce projet? Je ne crois pas. Voilà, vous savez tout sur le Paris Saint-Germain. Merci Philippe. De rien, ça m'a fait très plaisir d'en parler. J'espère que maintenant les bonnes choses vont arriver. Ouais, ça va être assez passionnant à suivre la fin de saison et tous ces changements à Paris. Et nous on se retrouve comme d'habitude dans une semaine dimanche 10h avec un sujet assez original. Vous vous y attendrez pas. Allez, à toutes.